Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. Je m'excuse de ne pas être là en personne. J'ai hâte à la discussion que nous aurons. Je crois que c'est un point où la discussion est un élément très important dans nos délibérations. En ce qui concerne les leçons de la pandémie, mais je pensais que j'allais débuter mes remarques d'ouverture avec une histoire d'un endroit très loin de là où vous êtes, ainsi que là où je suis sur les pentes du mont Kenya. Dans le district de Nyeri au Kenya, qui était autrefois parsemé de centaines de figuiers sauvages appelés mugumo dans la langue locale, le kikuya. Leur écorce coriace était de la couleur de la peau des éléphants. Leurs racines noueuses creusaient des canaux profonds dans la terre rocheuse pour s'abreuver à l'eau souterraine. Les arbres portaient de petits fruits ronds qui mûrissaient au soleil et prenaient une couleur orange chaude, et leurs branches étaient animées par le chant des giroflées et des turacos qui festoyaient. Partout où ils poussaient, les mugomos projetaient une canopée de 18 mètres de haut sur un sous-bois luxuriant et fertile. Quelque part à proximité, on trouvait toujours un ruisseau gazouillant libéré par les racines de la nappe phréatique en dessous pour offrir une source d'eau potable aux familles qui vivaient dans la région. L'une d'entre elles était la famille de la regrettée Wangari Maathai, scientifique militante politicienne, lauréate du prix Nobel de la paix en 2004 et fondatrice du Green Belt Movement qui a depuis planté des millions d'arbres dans toute l'Afrique. Dans ses mémoires, Wangari Maathai raconte qu'on l'envoyait chercher de l'eau et du bois de chauffage sur les pentes. Sa mère lui rappelait toujours de ne pas prendre le bois de l'arbre lui-même ou même du sous-bois qui l'entoure. Pourquoi pas? Demandait la jeune Wangari. Parce que c'est un arbre de Ngai, le nom Kikuyu de Dieu, lui répondait-elle. Nous ne l'utilisons pas, nous ne le coupons pas, nous ne le brûlons pas. À l'âge de 20 ans, Maathai a quitté Nyeri pour étudier les sciences aux États-Unis dans le cadre du pont aérien Kennedy. Il a fallu attendre près de 10 ans pour qu'elle revienne sur son lieu de naissance sur les pentes du mont Kenya. Ce qu'elle y a trouvé l'a choquée et attristée. Le nouveau propriétaire du terrain avait abattu l'arbre pour faire pousser du thé. Le sous-bois luxuriant avait disparu. Le sol était aride. Le ruisseau qui jaillissait de la terre à l'endroit où les racines avaient percé la roche avait disparu. Encore et encore, à travers les canières, Wangari a constaté que la même histoire se répétait. Avec la mémoire de l'enfance, elle a pleuré sa perte. Avec ses yeux d'une scientifique, elle a saisi sa logique dévastatrice. Sans le figuier, il n'y avait pas d'accès facile à l'eau souterraine. Sans son ombre, le sous-bois était perdu. Sans ses racines, le sol était devenu instable. Des glissements de terrain ont dévasté les pentes montagneuses. L'eau potable s'est asséchée, les oiseaux se sont tués, la terre et ses habitants en subissent les conséquences. Le folklore simple de sa mère, balayé par l'avancée du capitalisme occidental, avait codé une protection profonde de l'écosystème fragile, la base d'une résilience aujourd'hui disparue. L'histoire de ma taille n'est que l'une des nombreuses histoires qui m'ont inspirée et à d'innombrables autres personnes, bien sûr, au cours des décennies écoulées. C'est donc vers elle et vers d'autres que je me suis tournée lorsque je me suis assise pour écrire Post-Growth, la vie après le capital, peu avant l'apparition de la pandémie il y a 2 ans. Au moment même où je m'apprêtais à écrire, un jeune médecin chinois au nom de Li Wenliang avait alerté le monde sur une nouvelle souche de coronavirus, peu familière et étonnamment virulente qui s'était déclarée dans un quartier de la ville de Wuhan. Il avait été vertement réprimandé pour sa peine. En quelques jours, il serait mort. Une statistique héroïque sur la courbe exponentielle alarmante d'une pandémie en pleine expansion. Li serait le premier d'une longue série de décès inutiles et tout à fait évitables, alors que des travailleurs de première ligne perdaient la vie en s'occupant des autres.
En quelques semaines, l'économie mondiale serait plongée dans une crise existentielle. Le déni se transformerait en confusion. La confusion deviendrait de l'opportunisme renverserait tout. La normalité s'est évaporée plus ou moins du jour au lendemain. Les entreprises, les foyers, les communautés des pays entiers se sont verrouillés. Même la préoccupation de la croissance s'estompe momentanément devant l'urgence de protéger la vie des gens, en plus d'un rappel inconfortable de ce qui compte le plus dans la vie. Nous avons reçu une leçon d'histoire sur ce à quoi ressemble l'économie lorsque la croissance économique disparaît complètement. Et une chose est apparue très rapidement. Cela ne ressemble en rien à ce que le monde moderne a connu auparavant. Le monde commence à trembler, a écrit le sociologue Peter Berger, à l'instant même où la conversation qui le soutient commence à faiblir. Il n'y a pas que la nourriture et le logement qui entretiennent la vie, disait Berger. Ce sont les mythes auxquels nous nous accrochons, les histoires que nous nous racontons et nos croyances sur ce qui compte dans la vie. Ces éléments sont aussi essentiels pour nous que la subsistance physique. Et quand ils disparaissent, nous ressentons leur perte viscéralement. Le monde devient un endroit moins sûr, moins réconfortant. Au cours des 2 dernières années, notre conversation durable n'a pas seulement faibli, elle a fait une brusque volte-face et nous a giflé dur. Il n'est donc pas étonnant que, même aujourd'hui, le monde se sente encore un peu secoué, peut-être même plus secoué aujourd'hui qu'il y a 18 mois. Avec le déploiement du vaccin qui offre une lueur d'espoir, on s'attend lentement à ce que nos vies reviennent bientôt à une certaine normalité, mais une étrange pandémie fantôme d'anxiété sociale accompagne le soulagement que nous commençons à ressentir et prendre le travail est devenu un défi aussi bien mental que physique. J'ai récemment pris la parole lors d'un événement en direct, en personne, pour la première fois depuis plus d'un an. Alors que le jour approchait, j'avais l'impression de tomber dans un profond inconnu. Ce qui est curieux, car ce n'était pas le cas. C'était une situation dans laquelle j'avais vécu toute ma vie professionnelle, mais c'était aussi un monde à part, loin de la routine des coups de ville et de la distanciation sociale qui avait caractérisé les 18 mois précédents. Certains que je connais ont complètement rejeté l'ancienne routine. Ils n'apprécient pas les heures perdues à voyager dans les trains bondés pour se rendre à des emplois qui occupent leur journée et paient leurs factures, mais qui leur semblent vides et dénués de sens maintenant. Ils cherchent un chemin moins pénible vers la sécurité et sont parfois plus heureux de se contenter de moi, de conserver ce mode de vie plus simple découvert par hasard sous la contrainte de la crise. Une conversation différente et durable. Il y a bien sûr ceux dont le travail est devenu un cauchemar vivant dans les conditions de la pandémie, les infirmières, les médecins, le personnel soignant, les enseignants, les caissières et les empileurs, les nettoyeurs et les chauffeurs-livreurs. Ce sont les travailleurs de première ligne surchargés de travail et sous-payés bien avant la crise ne frappe, traqués par une décennie d'austérité et dangereusement exposés au virus. Ce sont les personnes que nous avons applaudies depuis le pas de notre porte. À juste titre, ils ont sauvé nos vies. Soudainement, du jour au lendemain, nous avons commencé à comprendre quelles tâches dans la société sont vraiment importantes. Mais il y avait quelque chose de massivement ironique dans cette prise de conscience. Ironique si ce n'était pas si tragique. Ces emplois étaient précisément ceux qui avaient été systématiquement sous-évalués pendant des années. Une étude sur l'alimentation et l'agriculture menée l'année précédant l'apparition du virus a fait une découverte étonnante et honteuse. Même dans un pays riche comme le Royaume-Uni, certains ouvriers agricoles n'avaient pas les moyens de se nourrir correctement. Les personnes chargées de fournir le service le plus fondamental de l'économie devaient se rendre dans les banques alimentaires dont le nombre manque rapidement pour rester en vie. C'est une perversion si extraordinaire de la valeur économique qu'il fallait en être témoin pour y croire. Le concept
même de l'économie de marché et son avantage par rapport à une économie de subsistance est que le travail peut générer ce que les économistes appellent un surplus. Nous pouvons échanger ce surplus contre un revenu et le dépenser pour des choses que d'autres ont produites. C'est ainsi que devrait fonctionner une économie de marché. Pourtant, les travailleurs du secteur le plus vital de l'économie ne sont même pas en mesure de se nourrir et de nourrir leur famille sans recourir à la charité. Comment les valeurs de notre système économique ont-elles joué, ont, euh, ont-elles été à ce point déformées? Comment avons-nous réussi à faire échouer de manière aussi spectaculaire ceux qui se sont avérés jouer un rôle si vital pour notre bien-être? Pourquoi avons-nous accepté une décennie d'austérité qui a laissé nos travailleurs de première ligne confrontés à des objectifs de productivité irréalistes et menant des vies stressées et surchargées? Si nous n'abordons pas ces questions maintenant, avant de nous précipiter à nouveau dans un monde de travail qui était brisé bien avant la pandémie, nous finirons par commettre à nouveau les mêmes erreurs. Mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les réponses soient faciles. Les racines du problème se trouvent au cœur d'un système capitaliste qui privilégie la productivité au détriment du service et fait passer le profit avant l'attention portée à l'autre. Et en élevant la productivité au-dessous de tout, nous diminuons la signification du travail lui-même. Le travail est considéré comme un coût pour les producteurs à réduire ou à éliminer autant que possible, en remplaçant les personnes par des machines, par exemple, et comme un sacrifice pour les travailleurs à supporter au mieux et uniquement en échange d'un salaire. L'idéal du point de vue de l'employeur est d'avoir une production sans employés, a conclu l'auteur de Small is Beautiful, Petit est belle, E.F. Schumacher, et l'idéal du point de vue de l'employé est d'avoir un revenu sans emploi. C'est l'économie des soins qui souffre le plus de cette logique dysfonctionnelle, précisément parce que sa valeur réside intrinsèquement dans le temps que nous passons au service les uns des autres. Les soins prennent du temps. Les infirmières sont sous-évaluées parce qu'elles prennent soin des autres. Dans son ouvrage classique sur la condition humaine, la philosophesse Anna Arendt établit une distinction fascinante entre le travail et l'activité professionnelle, des mots que nous utilisons souvent de manière interchangeable. Le travail est ce travail viscéral de soins dont nous avons parlé et son importance pour maintenir et nourrir la vie et la santé humaine. Arendt fait remarquer que lorsque nous levons la tête de notre immersion viscérale dans la tâche du travail avec suffisamment de temps pour regarder autour de nous, nous sommes immédiatement confrontés à un défi encore plus grand, la perspective de notre propre mortalité. C'est une perspective qui exige une réponse. Nous avons besoin d'une façon de nous penser au-delà de la courte durée d'une vie humaine individuelle. Le travail consiste à construire un sentiment de durabilité dans le monde, que ce soit par des produits durables, des monuments ou des œuvres d'art. Il s'agit de choses qui nous amènent au-delà de la durée d'une vie individuelle et nous donnent le pouvoir et les ressources nécessaires pour accepter notre propre mortalité. Et comme Arendt le souligne, le capitalisme sape à la fois le travail et la durabilité est la dernière chose que le capitalisme souhaite, car si les choses durent, il n'y a pas besoin de nouvelles choses. Nous sommes privés des récompenses viscérales du travail et des récompenses créatives de l'emploi dans l'équation capitaliste et nous manque précisément ce qui permet aux êtres humains de participer à la société. En dénigrant le travail et en sapant la durabilité du travail, nous sapons le bonheur que ces choses peuvent nous apporter en tant qu'être humain dans la société, la participation à la vie de la société, un sentiment de durabilité au-delà de notre propre vie individuelle est en soi une reconquête du sens et du but de la vie.
Mon propos ici, comme dans les autres exemples, n'est pas simplement de déplorer les échecs du capitalisme, mais en reconnaissant et en traitant les défauts d'un système économique dysfonctionnel, nous pouvons redéfinir les bases de ce que nous voulons protéger dans le nouveau système. Aucune des leçons de la pandémie n'est facile à tirer. Nous ne pouvons pas non plus les éviter et nous retirons dans une sorte d'auto-isolement prolongé. Notre monde a été profondément secoué. La conversation qui le soutenait a décidément vacillé. Mais dans les ruines d'un système brisé se trouvent les graines du renouveau. Une chance de raconter une histoire différente sur ce qui compte dans nos vies et de construire une meilleure économie à son service. Demandez aux gens ce qui compte le plus dans leur vie et il y a de fortes chances que la santé arrive en tête de la liste. La santé pour nous-mêmes, la santé pour nos amis et nos familles, la santé aussi parfois pour la fragile planète sur laquelle nous vivons et dont la santé dépend de nous-mêmes. La même leçon doit sûrement s'ajouter à celle que nous avons apprise au cours des 2 dernières années. À mesure que COVID se répandait, on avait partout le sentiment que les priorités étaient remaniées. Sans la santé, toutes les routes vers le bien-être deviennent impraticables. Les attributs de l'aisance matérielle jusqu'ici sacrés dans notre vision de la prospérité semblent au mieux éphémères et au pire sans intérêt. Pourtant, comme en témoignent aujourd'hui les batailles épidémiologiques et idéologiques sur la vaccination, ces précieuses leçons ont été à la fois durement gagnées et rapidement oubliées quelques mois à peine après que nous ayons applaudi nos infirmières sur le pas de la porte. Elles se sont vues offrir la plus dérisoire des augmentations de salaire. Aujourd'hui, une fois de plus, nos soignants se retrouvent à la merci d'un froid calcul économique. La société sera à jamais plus pauvre si nous ne saisissons pas cette occasion de nous demander de quel type d'économie nous avons besoin aujourd'hui. Quel type de reprise nous devons viser? Que peut bien signifier la prospérité pour une espèce aux mœurs légères sur une planète finie? La question est presque aussi vieille que les collines. Mais la réponse contemporaine à cette question est d'une étroitesse paralysante. Revêtue de l'habit du capitalisme tardif, la prospérité a été capturée par l'idéologie de la croissance éternelle en montrant qu'il insiste sur le fait que plus est toujours mieux. Malgré les preuves accablantes que l'expansion incessante sape la nature et nous conduit vers une urgence climatique dévastatrice, le mythe de la croissance règne toujours en maître. Les dommages planétaires causés par ces ailes expansionnistes sont aggravés par un autre coût très humain. Le capitalisme a besoin des consommateurs égoïstes et insatiables pour réaliser ses ambitions de croissance. Il encourage donc ce type de comportement et glorifie ce qui excelle. Dans le même temps, il sous-estime les tâches qui comptent le plus pour la société et dénigre ce qui y travaille. Le capitalisme nous a incités à accepter une image déformée de nous-mêmes et en substitue sordide à l'épanouissement humain. Si nous voulons avoir une chance de bien vivre dans les limites de la planète, nous devons détrôner les mythes qui hantent l'économie, les voir pour ce qu'ils sont plutôt que pour les vérités brutales qu'ils prétendent l'être. Pour réclamer notre humanité, nous devons chercher ailleurs les métaphores qui nous gouvernent. Se tourner à ce stade vers l'idée de prospérité en tant que santé revient à faire plus que répéter les leçons de la pandémie.
Comme l'a souligné Aristote dans son Éthique à Nicomèque, un livre qui porte le nom de son père médecin, la bonne vie doit toujours être perçue non pas comme la poursuite continuelle de plus, mais comme une ligne fine entre la carence et l'excès. L'équilibre plutôt que la croissance est la métaphore directrice de la santé. La santé des populations fournit l'exemple le plus évident de cette idée. Trop peu de nourriture et nous luttons contre les maladies de la malnutrition. Trop de nourriture et nous basculons dans les maladies de l'abondance. Obésité, hypertension, diabète, qui tuent aujourd'hui plus de personnes que la dénutrition. Selon l'OMS, pour être en bonne santé, nous devons trouver et entretenir cet équilibre. Bien entendu, cette tâche est toujours délicate. Même au niveau individuel, il suffit de penser aux défis que représente le maintien de l'exercice physique, de l'alimentation et de l'appétit en vue d'emploi corporel sain, mais vivre au sein d'un système qui vise toujours plus rend la tâche presque impossible. Le capitalisme ne se contente pas de reconnaître le point d'équilibre. Il n'y a aucune idée de la façon de s'arrêter quand il y arrive. L'accent mis sur la santé par le coronavirus a confirmé la sagesse émise il y a plus de 2 siècles par Thomas Jefferson. La protection de la vie et du bonheur des hommes et non leur destruction, disait-il, est la première et la seule tâche du gouvernement. Alors que nous nous réorientons vers de nouvelles réalités, les leçons de l'année et demie écoulée nous offrent une occasion unique de rééquilibrer à la fois nos vies individuelles et notre sens du progrès social. C'est la santé plutôt que la richesse qui est au cœur de notre bien-être et qui constitue le véritable fondement d'une prospérité durable. En définitive, Post-croissance, que j'ai publié l'année passée, est un voyage intellectuel dans le cœur, est une question simple. Comment devrions-nous vivre? Il reconnaît que notre réponse conventionnelle à cette question éternelle ne fonctionne plus. Le capitalisme est un catalogue d'erreurs de système. Il a renversé le principe d'équilibre en matière de santé humaine en insistant sans cesse sur le fait que plus c'est mieux. Il a dénigré les soins en dépréciant continuellement la valeur du soignant. Elle a stimulé à l'excès l'appétit des consommateurs, suscitant impitoyablement l'insatisfaction. Elle a accéléré la production matérielle, sapant dangereusement l'intégrité du monde naturel. Le capitalisme a bouleversé la tâche de construction du monde qui est le travail. Il a transformé notre quête incessante de sécurité en une insécurité implacable et inévitable. Il a transformé l'investissement qui était une lueur de soir en un casino dystopique. Elle a systématiquement privilégié les rendements du capital au détriment des moyens de subsistance des gens ordinaires. Et en faisant tout cela, elle a déstabilisé la finance, accéléré les inégalités et compromis notre santé. La leçon la plus dure de toutes est qu'il ne doit pas nécessairement en être ainsi. Presque choquant, la crise du coronavirus a révélé ce que le capitalisme a longtemps nié. Il est possible pour que le gouvernement d'intervenir dans la santé de la société dramatiquement si nécessaire pour mettre les travailleurs au chômage technique, pour protéger les moyens de subsistance, pour investir les soins, pour utiliser le pouvoir souverain sur l'argent lui-même, en pouvoir refuser pour des raisons idéologiques pour ceux qui profiteraient de la tragédie comme un véhicule légitime de changement. Mon objectif dans Post-croissance était de chercher dans les ruines du capitalisme les graines du renouveau. Les réponses que j'ai cherchées s'appuyant inévitablement sur la dizaine d'années de leçons apprises depuis la publication d'un livre antérieur, Prospérité sans croissance, qui, par un hasard de destin, a été publié pour la première fois sous la forme d'un rapport gouvernemental 12 ans jour pour jour
avant la publication de Post-croissance. Hormis cette étrange coïncidence et l'accent parallèle évident mis sur les dilemmes de la croissance, les deux livres sont très différents l'un de l'autre. La pré-croissance n'a pas été écrit pour les décideurs politiques. Il n'essaie pas de persuader le gouvernement ou de le convaincre de ce qu'il faut faire le lundi. Il ne contient pas beaucoup de graphiques, de chiffres et de statistiques. Je doute fort que l'actuel premier ministre britannique souhaite que ce rapport n'ait jamais été écrit, comme l'a fait Gordon Brown lors de la publication du précédent rapport. Je suppose qu'il a été écrit pour toutes les personnes pour lesquelles prospérité sans croissance n'a pas été écrit, mais aurait peut-être dû l'être. Ils ont commencé à télécharger le rapport dans les dizaines de milliers. M'ont invité dans les banques et des salles de conseil, dans des salles de village et des centres communautaires parce qu'ils étaient désireux d'avoir exactement la discussion que les gouvernements de l'époque ne voulaient absolument pas avoir. Que peut signifier la prospérité sur une planète à ressources limitées? Post-croissance est autant un préquel qu'une suite à prospérité sans croissance. Ils imaginaient un monde au-delà du capitalisme, en lieu où les relations et le sens prennent le pas sur le profil pouvoir. Il s'agit en quelque sorte d'un manifeste pour le changement de système, mais c'est aussi une invitation à raviver une conversation plus profonde sur la nature de la condition humaine. Il n'y a aucun doute dans mon esprit, cette tâche est plus opportune que jamais. Même aujourd'hui, au milieu du changement, nous restons obsédés par la croissance. L'après-croissance est une façon de penser à ce qui pourrait se passer lorsque cette obsession sera terminée. Elle nous invite à explorer de nouvelles frontières pour le progrès social et nous indique la direction d'un terrain inconnu, d'un territoire inexploré, où l'abondance ne se mesure pas en dollars et où l'épanouissement n'est pas déterminé par l'accumulation incessante de richesses matérielles. La vie après le capitalisme avait d'abord été un sous-titre provisoire, presque spéculatif pour ce livre, une invitation au lecteur à imaginer notre paradigme économique dominant comme une chose temporaire, un vestige à peine survivant d'anciennes façons d'être et non comme l'immuable vérité immuable qu'il prétend être. Mais dans les premiers mois de l'écriture, le capitalisme a été démantelé morceau par morceau dans un effort de plus en plus étonnant pour sauver des vies et sauver la normalité. Au cours de l'année 2020, le monde a été témoin de la plus extraordinaire expérience de non-capitalisme que nous puissions imaginer. Nous savons maintenant qu'une telle chose n'est pas seulement possible, c'est essentiel dans certaines circonstances. L'objectif de post-croissance est d'articuler les opportunités qui nous attendent dans cet arrière-pays vaguement entrevu. Des pentes du mont Kenya à l'Université de Kansas, de l'horreur de l'Allemagne nazie aux atrocités de la guerre du Vietnam, de l'ancienne sagesse du sage chinois, Lao Tzu à la désobéissance civile de l'écolière suédoise Greta Thunberg. J'ai voulu élaborer un récit cohérent pour notre époque. Une histoire différente de celle dans laquelle nous nous sommes enfermés, une voûte d'espoir comme celle des Mugomo ou Aîné Wangari Maathai, une source d'inspiration puisant dans les courants profonds qui courent toujours sur la surface trompeuse du capitalisme. Une source limpide pour alimenter notre soif de renouveau. Depuis sa publication, j'ai acquis la conviction que la tâche que j'ai entreprise dans l'après-croissance, toute comme celle que j'ai entreprise dans la prospérité sans la croissance, n'est que la première étape d'un voyage continu. Sa tâche actuelle est de nous aider à réfléchir honnêtement à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Sa tâche plus profonde est de lever nos yeux du sol d'une économie polluée
et d'entrevoir une nouvelle façon de voir ce que le progrès humain pourrait signifier. Bientôt, il ne sera plus nécessaire, mais son pouvoir pour aujourd'hui est de libérer nos lèvres du mantra d'hier et de nous permettre d'articuler un avenir meilleur.